la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Les ambassadeurs des Turquie, du Nigeria, de l'Inde, de l'Allemagne et de la Tunisie ont présenté leur lettre de créance ce matin au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le monde entier célèbre le 21 mars de chaque année la journée internationale de la forêt. Cette année, cette célébration est centrée autour du thème « La forêt, une communauté vivante ». Pour la première fois, les agents féminins de la SONAS se sont réunis pour réfléchir sur leurs conditions à l'occasion du mois de la femme. Sur Actualité, Robert Ndaï. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Rappel quotidien, il y a 351 jours, soit 11 mois et 18 jours depuis que nos frères et sœurs de la partie orientale sont tués, massacrés, les jeunes filles et les femmes violées par les agresseurs de la République démocratique du Congo. Ce soir, nous leur dédions cette édition du journal. La nation ne les oubliera jamais. Vous nous suivez à partir de Kindu au Maniema, Katanga et partout dans le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Ouvrons cette édition d'information par les activités du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a présidé aujourd'hui au Palais de la Nation la cérémonie de présentation de 5 lettres de créance des ambassadeurs de Turquie, Nigeria, Inde, Allemagne et Tunisie accrédités en RDC. Précision avec Jacques Moukaleng Makal, Ernest Moulunda, Matante Kodjaz. Le ballet diplomatique a marqué la journée du jeudi 21 mars 2013 au Palais de la Nation à Kinshasa. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu 5 lettres de créance des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. C'était une véritable moisson diplomatique, dira-t-on. Le premier à franchir le portail du palais présidentiel a été l'ambassadeur turc Bekir Uzal, qui a présenté les lettres de créance au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est une preuve éloquente de l'excellence de relations diplomatiques entre le Congo-Kinshasa et la Turquie, pays en pleine croissance économique à l'heure actuelle. Cadre universitaire, l'ambassadeur Bekir a eu une carrière fructueuse, toute une décennie dans la représentation diplomatique à travers le monde, avant de rejoindre Kinshasa, son nouveau poste d'attache. Le second, c'est l'ambassadeur Grant Okechukwu Eyobuche du Nigeria, un poids lourd de l'Afrique de l'Ouest. Ce diplomate africain a aussi présenté les siennes au chef de l'État. Cadre universitaire rompu à la diplomatie, il a emmagasiné une longue expérience aux 4 coins du monde, une décennie pleine d'activités. Pour ces 2 pays membres de l'Union africaine, leurs relations diplomatiques sont au beau fixe et la cérémonie au palais présidentiel en dit long. D'un pays à l'autre, la RDC a déroulé également le tapis rouge à l'Inde, pays émergent dont l'ambassadeur Manohar Ram a gravi les marches du palais de la Nation pour présenter les lettres de créance au président de la République. Diplomate de carrière, il a pris du galon au fil des années, des New Delhi à Bruxelles et après Riyad récemment. Il se trouve aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où son expérience l'appelle à cette fonction d'ambassadeur. La RDC entretient d'excellentes relations diplomatiques avec la République fédérale d'Allemagne, pays membre de l'Union européenne. C'est ainsi qu'on en était au 4e diplomate, Wolfgang Manig, qui a présenté les lettres de créance au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Vieux routier de la diplomatie, il a plus de 26 ans de carrière tout en pénétrant les arcanes de cet univers dans les institutions internationales. La RDC, toujours présente sur l'échiquier diplomatique, a déjà tissé de relations excellentes avec la Tunisie, un autre pays africain de l'espace francophone. Voilà pourquoi l'ambassadeur tunisien, Taoufik Nana, a eu l'honneur de présenter les lettres de créance au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Journaliste de formation, expert en sciences de l'information, il a toujours évolué dans la diplomatie. Ainsi, il s'est vu confier les hautes fonctions depuis bientôt 2 décennies. Plus d'1 heure de ballet diplomatique à Kinshasa, les portails du Palais de la Nation se sont refermés sur cette cérémonie haute en couleur. Il était 11h40 en heure locale. Changeons de chapitre, rendons-nous à l'hôtel du gouvernement. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapang a échangé aujourd'hui avec le ministre belge chargé de la coopération au développement. Bon nombre des sujets, la coopération entre la Belgique et la République démocratique du Congo figurait en bonne place. Reportage, Gisèle Ngalula, Christian Tchouti.
Le ministre belge en charge de la coopération au développement en séjour à Kinshasa a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre Matata Ponyo. Des questions de la coopération bilatérale ont dominé leurs entretiens. Aussi, la situation sécuritaire de la RDC a été largement abordée. Nous avons parlé assez longuement également des chemins de fer. Donc nous allons étudier un certain nombre de possibilités qui pourraient exister. Il y en a déjà une, puisque là la convention a été signée. J'ai trouvé un interlocuteur très à l'écoute, très professionnel et avec une volonté indéfectible d'aller de l'avant pour le bien de ce pays. Et je pense que nous avons d'ailleurs convenu, je reviendrai au Congo sous peu, en mai ou en juin prochain, nous avons convenu de rester en contact très régulier, même avant cela, parce que nous sommes convaincus, Monsieur le Premier ministre et moi-même, qu'il en va du bien-être de la population congolaise et de l'avenir de ce pays, qui a tout son potentiel et qui a tout son avenir devant lui. Le Premier ministre a offert à son hôte une œuvre d'art symbolisant l'unité entre le peuple belge et congolais. Restons dans le couloir du Premier ministre avec cette nouvelle. Sous le patronage du chef du gouvernement, le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements organise demain, vendredi 22 mars, à Fleuve Congo Hotel, un dîner-conférence avec les corps diplomatiques et le chef d'agence du système des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'objectif est de faire l'état des lieux des réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo afin que les ambassadeurs et les chefs d'agence du système des Nations Unies comprennent les efforts fournis par les gouvernements de la RDC en vue de rendre plus attrayant l'environnement des affaires. Un mot de la coopération. Poursuivant son séjour à Kinshasa, le ministre belge de la coopération au développement Pascal Labille a visité jeudi dernier l'Institut supérieur des techniques appliquées avec comme objectif de former les techniciens et monteurs au développement. N'est-ce pas, Gisèle Makindou Rock? Redorer l'image de l'Institut supérieur techniques appliquées ISTA, c'est le défi que M. Pierre Kassengedia, DG de cette institution, est en train de relever. La visite du ministre belge de la coopération au développement dans cet établissement traduit tout. Car pour le ministre Jean-Pascal Labille, on ne peut pas à l'heure actuelle parler du développement sans le nouvelle technique dont le projet universitique que préside le chef de la coopération universitaire, Marc Nas, projet qui a fait l'objet d'un concours universitaire dont 13 équipes ont remporté des appareils photo, de caméras et de kits solaires. Concours qu'a coordonné M. Lupungu Kapata. Mais auparavant, M. Jean-Pascal Labille a visité les installations de CDSURC où il a promis de peser de tout son poids pour obtenir le financement de ces projets universitaires pour la République démocratique du Congo. Le DG de l'ISTA fait le point de cette visite. On va continuer on va plaider pour nous, pour qu'on puisse nous soutenir dans les différents projets que nous avons, afin de pouvoir nous approprier les nouvelles technologies de l'information et de la communication, afin de pouvoir améliorer la qualité des services académiques que nous prestons et afin de pouvoir renforcer la capacité de nos ressources humaines. Au ministère des Médias, chargé de relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende a échangé avec les ambassadeurs d'Italie et de l'Union européenne sur le projet d'installation de la norme numérique en République démocratique du Congo. Suivez. Le ministre des Médias, chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Malanga, a reçu conjointement jeudi les ambassadeurs de l'Union européenne et d'Italie en RDC, respectivement Jean-Michel Dumont et Pio Mariani, venus discuter du projet d'installation de la norme numérique en RDC. Lambert Mende a expliqué aux deux diplomates que la norme européenne avait triomphé lors de la réunion du comité des experts sous la question répondant aux 15 paramètres pris en compte. L'adoption de la norme européenne facilitera l'intégration de la RDC qui est située dans la zone des télécommunications A. La norme peut être utilisée par tous les Congolais directement sans nécessiter l'acquisition d'équipements supplémentaires. L'ambassadeur européen Jean-Michel Dumont estimant que l'installation du nouveau système dépend de la suite du processus. D'un ministère à un autre, le ministre de Pété Antique, le professeur Kinkei Mulumba, avec l'ambassadeur de l'Union européenne et celui de l'Italie, ont échangé la possibilité d'une coopération sur les nouvelles technologies dans les télécommunications. C'est un commentaire signé Pascal Kossi.
Les avantages de la norme européenne en matière de migration technologique de la télécommunication ont été présentés au ministre de Pétintique, Trifon Kinkei Mulumba, par l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne, Jean-Michel Dumont, et l'ambassadeur d'Italie en RDC. Jean-Michel Dumont a précisé au ministre Kinkei que la norme européenne en la matière est de loin meilleure par rapport à toutes les autres normes, surtout qu'elle ne posera aucun problème par rapport aux réalités sur le terrain. À ce sujet, le professeur Kinkei a expliqué à ses interlocuteurs que le choix de la norme revient à la souveraineté du gouvernement central. Le Japon se dit prêt à faire un don de 400 millions de dollars américains pour faciliter cette migration. Juste après, le consortium Sagecom est venu introduire officiellement l'octroi d'une licence d'exploitation pour la construction de la fibre dans la partie est de la RDC. Toutes nos excuses pour les petits désagréments constatés dans ce reportage. Nous allons changer de chapitre avec cette table ronde qui se tient depuis ce matin sur la mobilisation des bailleurs pour financement de projets prioritaires identifiés. Ces assises, ouvertes par le ministre de l'Économie, visent l'identification des actions les plus prioritaires pour les commerces. Lisette Mujinga, Thomas Vassilo a été là pour les comptes de la ETNC. Le ministre de l'Économie et Commerce, Jean-Paul Nemoyato Baguebole, vient de procéder à l'ouverture de la table ronde sur la mobilisation des bailleurs pour le financement des projets prioritaires identifiés dans la matrice de l'EDIC. Ces assises visent à contribuer au développement du pays et surmonter les obstacles dans les secteurs du commerce, un moteur essentiel au développement d'un pays. La RDC, sa place qui est au cœur de la dynamique de l'intégration du commerce régional, a besoin d'un appui pour améliorer les conditions de vie de la population. Pour l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne à RDC, Jean-Michel Dumont, la RDC réunit tous les atouts pour son développement. Il a démontré l'importance de ces partenariats pour une intégration multilatérale du commerce qui se base sur l'efficacité de l'aide et l'appropriation. Cette table ronde veut identifier les actions les plus prioritaires pour les commerces au travers des domaines les plus concernés, c'est-à-dire les plus porteurs et ayant un impact sur le développement du commerce en RDC. Quant au secrétaire général au commerce, Liévin Ouchoaï Bigofala, cette table ronde avec l'Union européenne, facilitateur des donateurs du cadre intégré et renforcé, va permettre l'élaboration de l'étude diagnostique sur le développement des commerces, renforcer les cadres institutionnels et faire la promotion du commerce. Vous le savez qu'à l'issue des travaux du Forum économique national qui se sont clôturés hier au Grand Hôtel Kinshasa, quelques participants ont réagi positivement par rapport aux recommandations qui ont sanctionné les dits travaux. Leurs propos ont été recueillis par Fabrice Ouanzenge Djokoli et Blaise Nobele. En RDC, jusqu'à preuve du contraire, c'est la SONAS qui en est le responsable et que tout partenaire éventuel doit nécessairement passer par la SONAS afin de pouvoir vendre les produits d'assurance en RDC. Notre plus grande satisfaction, c'est quant à la reprise, n'est-ce pas, de discussions et d'échanges dans les cadres de CPCE. Il faudrait que ces cadres continuent et que les résolutions qui ont été proposées puissent porter leurs fruits. La FENAPEC se retrouve parce que les résolutions ont été prises ensemble avec les experts de la FENAPEC. C'était tout à fait normal et indiqué que nous, les femmes d'affaires commerçantes et marchandes, puissions assister à ces forums. Parce que vous êtes sans ignorer que la femme a su démontrer qu'elle est le maillon économique de la RDC et qu'elle est par-dessus un agent de développement. Donc, on ne peut pas réfléchir les affaires, le commerce ou l'économie sans la femme. Nous allons nous rendre à Kananga, dans la province du Kasaï occidental. La police nationale congolaise sera bientôt dotée de nouveaux bâtiments, fruits de la coopération entre la Grande-Bretagne et la RDC. En séjour à Kananga, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguez-Mans, a inspecté les travaux avant la réception de ces ouvrages, nous dit Oscar Mbal. Nombreux sont des bâtiments qui sortent de la terre, comme c'est le cas du commissariat provincial de la police nationale congolaise Kasaï occidental. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguez-Mans, est allé à la découverte de ces ouvrages.
accompagné du gouverneur Alex Kandé et du commissaire provincial de la PNC, le général Mouchaïlan Tamb. Première étape, le commissariat provincial de la PNC. Les patrons de la territoriale a beaucoup apprécié les meilleures conditions dans lesquelles vont travailler les unités de la police une fois occupé cet immeuble de plusieurs niveaux. Un autre bâtiment en chantier, c'est celui devant abriter le commissariat de la PNC, commune d'Endesha à Kananga. Et je crois qu'il est important que les gens sachent qu'on ne peut pas soutenir une action de développement sans la paix, sans la sécurité. Et je voudrais applaudir le partenariat avec DFID. J'ai vu les ouvrages qu'ils ont réalisés dans le cadre de ces partenariats. Mais il y a des efforts à faire pour parfaire ces ouvrages. Mais j'en ai profité aussi pour demander à la police de veiller à l'entretien pour maintenir propre. Tous ces ouvrages sont le fruit de la coopération bilatérale entre la RDC et la Grande-Bretagne par les biais du projet DFID. Poursuivons ce journal avec cette nouvelle de la CENI. Il se tient depuis ce jeudi 21 mars 2013 au siège de la CENI la réunion du groupe thématique Gouvernance politique et décentralisation placée sous la présidence de son Excellence Monsieur le ministre du Plan. Cette séance de travail a réuni les experts venus du ministère des Affaires intérieures, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, ministère de l'aménagement du territoire et du plan, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la Commission électorale nationale indépendante et des partenaires dont le PNUD et la délégation de l'Union européenne. Ce groupe thématique comprend 4 sous-groupes: élections, parlement et partis politiques, décentralisation et résolution des conflits. Présidé par Moussassa, directeur à la direction des études et de la planification au ministère de l'Intérieur et secrétaire du groupe thématique, la réunion de ce jour a porté sur la prise des contacts avec les parties prenantes, la mise en place du nouveau cadre opérationnel du groupe thématique et le calendrier de travail du groupe thématique. La prochaine réunion a été fixée à la date du lundi 25 mars 2013. Nous allons prendre une très bonne nouvelle pour tous les Congolais. L'homme qui a sémé la désolation à l'est de la République démocratique du Congo, il s'agit de Bosco Ntaganda, sera bel et bien transféré à la Cour pénale internationale. Confirmation du sous-secrétaire d'État américain adjoint en charge de la diplomatie lors d'une conférence de presse en ligne. Rodin Panda nous donne des précisions. Le sous-secrétaire d'État américain adjoint chargé de la diplomatie publique et les affaires publiques pour l'Afrique, M. Michael Pelletier, a convoqué une conférence de presse en ligne ce mercredi 20 mars 2013 au Centre culturel américain de Kinshasa. Par la magie de la technologie, les journalistes ont échangé avec ces hauts responsables américains qui parlaient en direct de Washington. Michael Pelletier a rappelé que l'extradition de Ntaganda ne posera aucun problème, même si les États-Unis d'Amérique ne sont pas signataires de ce traité de Rome qui institue la CPI. Les États-Unis d'Amérique continuent à rassurer la communauté internationale de sa volonté de coopérer avec la CPI, car le gouvernement américain ne peut pas soutenir le fait des crimes humanitaires de grande envergure causés par Bosco Ntaganda. Pour le diplomate Pelletier, aucun blocage n'est envisageable. On doit se donner un peu de temps et respecter les différentes étapes avant d'atteindre la CPI, sans oublier la coopération avec les pays concernés. Les journalistes de Kinshasa ont participé simultanément à cette conférence de presse avec leurs confrères rwandais à partir de Kigali et ceux de l'Allemagne à Berlin. Un mot de l'environnement. Le monde entier a célébré ce 21 mars 2013 la Journée internationale de la forêt. Cette année, le thème est la forêt, née communauté vivante. À cette occasion, le ministre de l'Environnement a adressé un message à la nation. À l'occasion de la Journée internationale de forêt. Cette journée a été décrétée par le Forum des Nations Unies sur les forêts lors de sa 9e session ordinaire qui s'est tenue du 24 janvier au 4 février 2010 à New York aux États-Unis d'Amérique. En effet, depuis plus d'une décennie, le monde entier s'est engagé à la recherche des outils appropriés devant servir de cadre pour la gestion durable des forêts. L'adoption de principes forestiers, de la Déclaration sur les forêts et de l'Agenda 21 sur l'environnement, adoptés lors de la conférence de Rio en 1992, ont largement contribué à cet effort de mise en place des outils de gestion durable et concertée des forêts dans le monde. Je voudrais, à ce jour, rappeler les 4 objectifs définis au plan international
auxquels doivent se référer les nations pour évaluer les niveaux de progrès réalisés vers la gestion durable des forêts. Premier objectif, mettre fin à la réduction du couvert forestier dans le monde en pratiquant une gestion forestière durable. Deuxième objectif, renforcer les avantages économiques, sociaux et écologiques dérivés des forêts, y compris en améliorant les moyens de subsistance des populations tributaires de forêts. Nous allons parler du mois de la femme. À la SONAS, et pendant 2 jours, soit du 21 au 22 mars 2013, les femmes de cette entreprise réfléchissent sur leurs conditions en milieu professionnel. Ces assises se déroulent dans la salle de réunion du ministère du portefeuille Monique Mavungu. Des réflexions et d'échanges pour les agents féminins de la SONAS. Elles auront à s'imprégner et à intégrer, comme leurs collègues d'autres entreprises, l'approche genre et de se doter de toutes les connaissances afin de défendre valablement leurs droits. En ce qui concerne la situation de la femme de la SONAS, il est à relever que depuis l'arrivée d'une femme à la tête de cette entreprise, plusieurs efforts ont été entrepris et des résultats palpables qui méritent d'être soutenus par l'agent féminin. L'ignorance quant à leurs droits et obligations relatifs à leur carrière, la sous-représentation de la femme dans les structures décisionnelles et le manque d'émulation. L'administrateur délégué ad intérim, Carole Aguito Amela, qui a ouvert cette rencontre, la première dans l'histoire de la SONAS, a exprimé le vœu de susciter un sursaut de conscience collective de son personnel féminin. Au nom de toutes les femmes, la directrice des formations, Madame Mumba, a loué cette initiative de la direction générale pour la mise à niveau de son agent féminin. À l'occasion du mois de la femme, le mois de mars, nous avions initié ces 2 journées de réflexion pour que les femmes de la SONAS prennent de plus en plus conscience de leur rôle au sein de notre société et ensuite qu'elles puissent aussi savoir ce que c'est que le genre. Nous allons nous rendre à Kisangani. La femme est une élite et capable d'assumer les hautes fonctions au même titre que l'homme. C'est l'un des thèmes développés par les étudiants de Kisangani lors des manifestations commémorant le mois de la femme. Correspondance d'Eludi Makuru, RTNC Kisangani. La femme est un être humain capable à tous travaux, à l'instar de l'homme. C'est ce que pensent les étudiantes de l'université de Kisangani. Ces dernières confirment l'aptitude de la femme et restent contre sa discrimination et pour sa valorisation. Ces étudiantes estiment qu'il est temps d'accorder aussi aux femmes les postes de responsabilité. Moi, la femme, c'est quelqu'un qui est vraiment compétent parce qu'aujourd'hui, on voit que tous les métiers qui étaient réservés auparavant à l'homme, aujourd'hui, la femme est capable de le faire. On trouve des femmes journalistes, des femmes caméramans, même du côté de la technique, il y a aussi des femmes. Donc la femme, c'est quelqu'un qui a la même potentialité que l'homme. Oui, parce que l'homme et la femme, et tous sont des êtres humains, et en plus, et tous ils ont la même capacité et la même force, parce que aujourd'hui nous voyons les femmes dans l'armée, il y a des femmes dirigeantes, il y a des femmes enseignantes, il y a aussi des enseignants hommes. Donc l'homme et la femme sur le plan du travail, ils sont mêmes, ils sont égaux. À part seulement sur le plan de la famille, que l'homme doit occuper la place supérieure que la femme. Pendant que certaines étudiantes approuvent les compétences des femmes, d'autres par contre pensent qu'il faut encore beaucoup d'efforts pour élever le niveau de la femme. Pour elles, les femmes compétentes sont minimes. Moi, je dis que c'est non, parce que nous voyons que les femmes sont limitées quelque part et les femmes ne sont pas vraiment capables de faire tous les travaux que les hommes peuvent faire parce qu'elles ne sont pas compétentes. Je veux dire à toutes les femmes-là qui ne sont pas compétentes, vraiment de se lever, de se réveiller. Aujourd'hui, ces étudiantes qui prônent la valorisation de la femme disent non aux violences basées sur les genres. Lorsqu'on parle de femmes, on parle aussi de filles. Les filles des œuvrées qui sont prises en charge par la communauté chrétienne Armée du Salut ont été sensibilisées sur les valeurs morales pour une femme responsable. Judith Mvuma Totosungu. S'adressant à ces filles dont l'âge varie entre 12 à 18 ans, l'un des officiers de l'armée du Salut, Pierre Ndombassi, a insisté sur l'habillement des natures à s'exposer aux tentatives de violences sexuelles. L'orateur a fustigé le port des mini-jupes qui laisse entrevoir les parties intimes de la femme. Pour sa part, la major Célestine Simba a exhorté les jeunes filles au respect du bain afin d'éviter les maladies gynécologiques et d'autres liées au même contexte.
Ces enfants qui, jadis, s'adonnaient à la prostitution pour subvenir à leurs besoins ont appris aujourd'hui le métier divers. L'occasion a été indiquée par la présidente du département des femmes de l'armée du salut, la major Thérèse Mabouidi, de les initier à la fabrication des désinfectants, l'objectif étant de les amener à se prendre en charge au-delà de la prostitution. Il y a un dérapage dans l'accoutrement de nos jeunes filles. Et pourtant, nous avons tous l'obligation de soutenir nos autorités, le gouvernement, en ce qui concerne le viol. Terminons ce journal avec la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. Reportage signé Betty Amani. La République tunisienne vient de commémorer ce mercredi 20 mars le 57e anniversaire de l'accession de son pays à l'indépendance en 1956. Pour l'ambassadeur Taoufiki, cette célébration intervient 2 ans après la révolution du 14 janvier 2011, expression des revendications légitimes du peuple tunisien dans sa quête pour la liberté, la justice et la dignité. Pour lui, son pays œuvre sans relâche à consolider ses relations avec tous ses partenaires dont l'appui demeure important afin de relever les défis de la transition et bâtir un modèle de changement démocratique pacifique dans la région. Mon pays offre aujourd'hui d'innombrables opportunités et des perspectives prometteuses dans plusieurs domaines. Des milliers de citoyens africains font le déplacement chaque année en Tunisie pour les études supérieures, la formation professionnelle ou les soins médicaux, outre le tourisme et le commerce. La Tunisie a salué l'accord cadre signé le 24 février 2013 à Addis Abeba en Éthiopie portant sur la sécurité et la coopération dans la région de Grand Lac. Elle a réitéré son soutien aux efforts déployés par le président Joseph Kabila Kabange en vue de rétablir la paix, la sécurité et assurer la prospérité au peuple congolais. 2 communiqués nécrologiques, la radio-télévision nationale congolaise est en deuil. Elle a le regret d'annoncer aux agents et cadres ainsi qu'aux fidèles auditeurs de la RTNC le décès inopiné de M. Théophile Aimpan Mwanango, directeur de programme honoraire de la radio nationale. Décès survenu le mardi 19 mars 2013 à la clinique Rafa de Limete. En attendant le programme des obsèques qui sera communiqué ultérieurement, les veillées de recueillement et des prières se tiennent au domicile de l'illustre disparu, 25 rue Selembao, commune de Bandalungwa à Doula. C'est le directeur des ressources humaines qui signe ce communiqué. Nous allons prendre le 2e communiqué nécrologique. La famille Akweti, dont Emmanuel Akweti Kipoy, ministre provincial de la Population, Sécurité et Décentralisation de la ville de Kinshasa, qui a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur fille, sœur et mère, tante Akweti Afwa Malakou, aimant, affectueusement appelée Tantine Mimi, anciennement directrice des études au complexe scolaire La Bambinière, survenue le dimanche 17 mars dernier. La levée du corps de la clinique Ngaliema aura lieu le vendredi 22 mars 2013 vers 12 h. L'exposition à la salle Hassanef et l'inhumation interviendra le samedi 23 mars 2013 au cimetière nécropole de Benzalé dans la commune de Lancélé. Ce communiqué tient lieu de faire part. Mesdames et messieurs, fin de cette édition du journal télévisé sur la radio-télévision nationale congolaise, réalisé par Pascal Kossi, coordonné par Brigitte Moupane, sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukoumamengi. Patrick Michel Moukouy a concouru à sa rédaction. Retrouvez à 23 h Marc César Locaté et à 7 h Peggy Mukunda. La revue de presse, c'est tout à l'heure. Bonne suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise.